Allez, on retrouve nos chers invités pour la suite de l'émission. Sylvestre Béni et Firmin Tekou Agbo. On parlait du Gabon et de la sortie du président Ali Bongo Ondimba qui dit avoir de grandes ambitions pour son pays. Donc, on était avec Firmin Tekou Agbo et on parlait de l'éducation. Oui, on parlait de l'éducation. Je disais, qu'est-ce qu'il met dans l'éducation, le président Bongo? Rien pratiquement. Et je disais aussi que lorsque vous êtes chef de l'État, comme Ali Bongo, il est président de la République, et il parle de la corruption, sans annoncer de grandes mesures pour pouvoir mettre fin à la corruption ou faire baisser ça drastiquement dans le pays. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit c'est un discours pour bluffer juste les gens, pour attirer de la sympathie au niveau de la population. C'est parce que si vous savez que dans votre pays, la corruption est assez avancée dans ce pays et vous ne prenez aucune mesure, vous n'arrêtez personne et tout ça, ça veut dire que vous avez un problème. Ça veut dire que soit vous êtes complice. Je parle d'Ali Bongo, ça vous êtes complice. Vous savez, le président chinois, lorsqu'il est arrivé, il a compris que la plupart des grandes familles en Chine sont corrompues. Or, lui, il est venu pour rester à vie, au pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il a fait arrêter la plupart de ceux-là qui sont des corrompus, les officiers. Il avait arrêté plus de 2000 officiers en Chine. Parce qu'il dit non, moi je ne peux pas accepter qu'il y ait de la corruption dans mon pays. Donc, il a pris des mesures comme ça pour mettre fin un peu à la corruption. C'est ça les mesures. Ali Bongo, à son niveau, il a arrêté qui. Souvent, peut-être, c'est les enfants, les petits corrompus qu'on arrête, alors que les grands même sont quelque part. Lui-même, peut-être, quand il va commencer par lancer le filet, peut-être le filet pourrait aussi le prendre. Donc, c'est aussi un élément. L'autre élément que je voudrais ajouter, quand Sylvestre Béni parlait de fils à papa, tout ça, bon, moi je disais, non. Quand vous voyez, ne comparez pas les choses. Le cas du Tchad est bien différent du cas du Togo. Et du Gabon. Qui Qui sont passés par les élections, vous le dites. Par exemple, au niveau du Togo, bien sûr, il y a eu un 5 février. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, mais avec le temps, Faure Gnassingbé a démissionné le 24 février. Et Faure Gnassingbé est devenu candidat. Il a démissionné le 24 février. Il a démissionné. Et il est allé vers les Togolais. Il est devenu candidat vers les Togolais. Il a gagné avec brio. Il a gagné avec brio. Il a gagné avec plus de 60%, il me semble, plus de 60%. Donc, peut-être au départ, on pouvait dire que la main avait imposé Faure Gnassingbé. Mais après, sous la pression de la communauté internationale, Faure Gnassingbé a démissionné et il est allé vers ses concitoyens pour dire faites de moi président de la République. Et les concitoyens ont fait de lui président de la République. Donc, légalement, Faure Gnassingbé est devenu président de la République. On ne l'a pas imposé. Au niveau de Ali Bongo, au niveau du jeune débit, on a vu comment la France l'a imposé. On a vu comment la France l'a imposé et Macron est venu l'imposer. Vous vous rappelez aussi en 2009, lorsque le papa Bongo est mort à Barcelone, en Espagne. Et lorsqu'on devait rapatrier son corps pour organiser les funérailles, Sarkozy était arrivé. Et tout le monde disait à l'époque, oui, c'est Sarkozy en train d'imposer le petit Bongo. Sarkozy me rappelle très bien que Sarkozy disait, non, la France n'a pas de candidat. On a vu, au niveau du Gabon, le président français est arrivé pour imposer le fils à papa. Au niveau du Tchad, le président français est arrivé, Sarkozy, pour imposer. Mais au Togo, personne n'est arrivé pour imposer qui que ce soit. Au niveau du Tchad, Macron est arrivé pour imposer le fils à papa. Au niveau du Togo, personne n'est arrivé. Le fils est allé ce sont les Togolais qui l'ont imposé. Ce sont les Togolais qui l'ont choisi. Ouais. Non, en fait, nous parlons du Gabon. Mais donc, je viens d'écouter quand même Firmin. Et lorsqu'il a fait ce développement, il a dit personne n'est arrivé, personne n'est arrivé, personne n'est arrivé. Je veux quand même lui faire rappeler que lorsque le général Yadema était décédé, qu'est-ce que le président Jacques Chirac a dit? Que c'est un ami de la France et un ami personnel. C'était le déclic parce que la CEDEAO, avec à l'époque le Malien qui était donc le président de la commission donc de Alpha Oumar Konaré était foncièrement contre quand même cette manière de faire. Et vous avez vu que c'est à partir de là que les choses, parce que la CEDEAO était feu tout flamme, donc même prêt à intervenir pour les faire chasser du pouvoir. Maintenant, quand il me dit que il est allé donc au niveau donc du peuple, que c'est le peuple qui l'a voté, je vais quand même à la fin de l'émission, je l'invite à aller sur YouTube et de taper les événements qui se sont passés le 24 avril lors des élections. Les urnes ont été volées avec les militaires qui couraient. Et c'est ça, gagner proprement.
Non, vous savez, il y a tellement donc, de choses. Nous ne sommes pas sur le Togo, sinon. Ouais, on va aller encore au Gabon. Le rapport officiel, bien sûr, il y a cette image. Bien sûr, il y a cette image. Les militaires ont volé les urnes, c'est ça gagné proprement. On va aller à Libreville, s'il vous plaît. Ah, ok, si tu permets, oui. Le président Bongo a également parlé de la sécurité. Tout à l'heure, vous avez parlé des militaires. Il a insisté sur la sécurisation du pays. Pour lui, la sécurité est la première des libertés. Il envoie les policiers et les autres corps à faire leur boulot. Oui, ça c'est normal. Aujourd'hui, avec le phénomène terroriste ou djihadiste que nous connaissons aujourd'hui, je crois qu'il est donc des prérogatives du chef de l'État d'inviter ceux qui ont quand même, ceux qui sont à l'avant-garde ou en première ligne de la défense du pays, et leur rappeler quand même de faire le boulot. Ça, je crois que tout chef d'État qui est responsable et conscient de la charge qu'il doit le faire. Encore que c'est le jour c'est dans la fièvre de la commémoration de l'indépendance du pays. C'est normal qu'il puisse le dire. Mais sauf que je dis, bon, Alice, laissons-lui le temps de finir quand même ce mandat. Et après, j'aurais quand même souhaité qu'il aille quand même. Ça veut qu'il rêve un mandat de plus. Mais oui, je ne sais pas si son ambition, c'est quand même de partir... de mourir au pouvoir. Je ne sais pas. Parce que tout à l'heure, Philbert disait qu'il est au soir de sa vie. Oui, bon, peut-être qu'on peut le dire, même avec euphémisme. Oui, parce que Ali n'est plus... Lorsque vous sortez d'un AVC de ce degré-là, normalement, c'est-à-dire que tout médecin consciencieux doit quand même dire à Ali d'aller se reposer. Parce que ce qu'il fait là, il a grâce au cas. Dès que le jour où il y aura eu rechute, ce sera donc la fin, quoi. Ce sera la fin. Vous voyez? Ça, c'était à Londres. C'était à Londres. Je crois que c'était quand il allait négocier les trucs de l'entrée au Commonwealth. Oui, c'était à Londres. Vous voyez, il marchait à peine. Et à chaque fois, il faudrait que quelqu'un soit derrière. Et j'ai rappelé sur l'image de la France. N'eût été Macron, parce qu'il est encore jeune. Bon, il allait tomber, voilà quoi, c'est le Gabon qui va quand même périr devant le perron de l'Élysée, quoi. Parce que Ali Bongo, c'est le Gabon. Et s'il tombe, c'est le Gabon qui tombe devant l'Élysée. Allez, avant de filer au Mali, dernier mot. Oui, je veux juste ajouter quelque chose. Par exemple, il faut qu'on se donne une bonne image de notre continent. Quand on voit des chefs d'État comme cela. On a vu le regard de Boris Johnson, par exemple. Oui, le Boris Johnson qui restait derrière, qui le regardait. Et quand vous voyez le papa du Cameroun, Paul Biya, lui-même qui ne connaît même pas ses ministres. Il vous dit, il connaît même pas. Lui, il fait 6 mois au Cameroun et puis 6 mois en Suisse. Il ne connaît même pas ses ministres. Vous imaginez, lors d'une inauguration un jour, il devrait passer en revue les ministres, saluer les ministres. Et puis il arrive à un niveau et il dit vous c'est, et puis on lui dit c'est le ministre de l'Agriculture. Il dit ah bon, félicitations. Donc, il va de l'autre côté, on lui dit vous c'est, et le premier ministre lui dit c'est le ministre tel, c'est le ministre tel. Donc il connaissait, alors que c'est lui-même qui avait signé le décret de nomination de la formation du gouvernement. Ça veut dire quand les Français voient ça, quand les Occidentaux voient ça, et ils ne nous prendront pas au sérieux. Plus de 80 ans, vous n'arrivez plus à tenir au niveau du Gabon. Ce n'est plus trop ça. Je pense que ça ne donne pas une bonne image. Quand vous voyez que votre santé est en train d'être devenir déficiente, donc faites un effort pour pouvoir vous démissionner proprement et puis toute l'Afrique va vous applaudir. C'est ce que moi je peux dire à ce niveau-là. Allez, Sylvestre, on vous retrouve. On quitte Libreville pour Bamako. Bamako au Mali et surtout à New York au siège des Nations Unies. La prochaine bataille de la guerre diplomatique qui oppose Français et Maliens se jouera-t-elle à New York? Le ministre des Affaires étrangères du Mali, le ministre Abdoulaye Diop, a écrit le 16 août dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies afin de réclamer une réunion d'urgence sur la situation dans son pays. Dans sa lettre, le chef de la diplomatie multiplie les accusations envers la France et ses soldats, dont les derniers ont officiellement quitté le territoire malien. C'était le 15 août dernier. Selon nos informations, donc, Bamako, il dénonce une nouvelle fois les violations répétées de l'espace aérien du Mali par la France. Le gouvernement du président de la transition, Assimi Goïta, avait déjà signalé des incursions similaires en janvier et en avril dernier, tandis que Paris avait nié ces allégations. Le ministre Abdoulaye Diop affirme dans son courrier disposer de preuves et est prêt à présenter cela
au Conseil de sécurité. Ce qui est pire, Sylvestre Béni, c'est que le Mali accuse aussi la France de fournir des renseignements et des armes aux terroristes. Écoutez, lorsqu'on vous parle donc du Conseil des ministres, et on ne vient pas là pour raconter sa vie. C'est-à-dire que lorsque vous faites une déclaration, ça veut dire que vous savez ce dont vous parlez et vous avez des preuves suffisantes pour l'avancer. Lorsque c'est la diplomatie malienne, c'est-à-dire les nouvelles autorités, qui le disent, et qui disent aussi qu'ils ont des preuves, c'est parce qu'ils ont des preuves qu'ils le disent. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on voit souvent des capsules, quelques capsules donc de vidéos, des séquences vidéos et tout, où on voit des djihadistes, et parmi eux, il y a souvent aussi des hommes à la peau blanche, mais on ne peut pas tout de suite dire que c'est des Français. Les Français, oui. Mais on voit souvent, il y a souvent ces genres de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. J'ai écouté, il y a quelques jours, un ancien terroriste converti, encore qu'il soit sérieux, qui disait véritablement dans cette vidéo que c'est la France qui leur fournissait des armes. La vidéo est là, elle est sur YouTube. Qui disait officiellement que c'est la France qui leur fournit des armes, que c'est la France qui, des jours plus tôt, fait quand même des investigations et qui vient informer la base. Et c'est à partir de là que eux, on leur donne donc le OK de voir la manière dont procéder. Maintenant, si aujourd'hui, c'est officiel que les autorités maliennes le disent, ça veut dire qu'ils ont des preuves. Maintenant, comme ils mettent les gens au défi, il faut apporter les preuves. Il faut apporter les preuves. L'autre chose que je voulais faire observer, le Mali ne cesse donc de dire que la France viole donc son espace aérien. Et si la France continue à le faire, il faudrait quand même qu'on puisse considérer ça comme une provocation. Parce que lorsque les gens disent qu'ils ont fermé leur espace, quand l'Allemagne veut quand même emprunter l'espace aérien, le Mali a dit non. Ils étaient obligés donc de rebourser chemin. Une seconde fois, ils leur ont encore dit non. Ils étaient obligés de rebourser chemin. Mais si la France fait fi donc des injonctions ou des décisions donc du Mali et qui viole l'espace, c'est une provocation. Dès qu'il y aura sinistre, et la France doit aussi se préparer à assumer les conséquences. Aujourd'hui, le Mali s'est doté quand même de beaucoup donc de moyens militaires. Parce que le Mali a aujourd'hui un allié stratégique qui est la Russie. La Russie. Donc, je suppose que... de 5 avions et de l'hélicoptère. Voilà. Il y a d'autres je suppose que aujourd'hui, en matière donc de défense, le Mali est beaucoup plus proche donc de la Russie. Et la Russie peut éventuellement fournir également des éléments donc, aux autorités et de la transition. Oui, il y a quand même, c'est la force, c'est possible que la Russie puisse informer les autorités maliennes que c'est la force qui fournit les renseignements. Parce qu'eux, ils sont beaucoup plus outillés dans ces genres de situations. Dans les renseignements. Donc, s'ils disent qu'ils ont des preuves, c'est parce qu'ils ont des preuves. De la même manière, la France aussi avait dit qu'ils ont des preuves qu'il y a des mercenaires Wagner qui sont sur le territoire malien. Ce que le Mali a toujours refusé. Et eux aussi, ils avaient dit qu'ils ont des preuves. Voyez-vous, donc aujourd'hui, concédons quand même que le Mali également puisse dire que c'est la France qui fournit les armes donc, aux terroristes, c'est la France qui leur fournit des renseignements. Et comme le Mali avait dit non, il n'y a pas le groupe Wagner, peut-être que la France aussi va dire non, nous ne finançons pas les terroristes. La France n'a jamais dit oui, lorsque elle est souvent accusée de quand même d'un certain nombre de faits. C'est peut-être des années plus tard. Qui disent que oui, vous avez vu ce qui s'est passé en Algérie. Et là, c'est des années-lumière après que Macron a reconnu la dernière fois qu'ils avaient commis des bêtises donc, en Algérie. Des années après. Mais ils avaient tout dans les archives. Je vous dis que c'est peut-être des années après qu'ils vont annoncer qui a véritablement tué Thomas Sankara. Ouais. Donc, il y a tellement donc, de clichés sur la France. Et je termine par là. C'est Aimé Césaire qui disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Alors, Firmin Tekou-Agbo, pour le moment, la France est en train de nier tout ce que le ministre Abdoulaye Diop est en train d'avancer. Est-ce que vous avez en tant qu'analyste des éléments, quelques éléments qui prouvent à suffisance que la France serait derrière ces terroristes? Parce que c'était la semaine surpassée, on a vu ici que ces terroristes sont très équipés désormais. Est-ce que c'est la France qui serait derrière? Non, vous savez, moi je l'ai toujours dit, ceux qui nourrissent le terrorisme
sur ces dernières années, c'est les Occidentaux. Moi, je le dis, les Occidentaux nourrissent le terrorisme. Les Occidentaux ne voudraient pas encore que le terrorisme prenne fin ou connaisse sa fin en Afrique. Au niveau de la Syrie, ils ont décidé que l'État islamique va disparaître et ça a disparu. Et tout dernièrement, on a tué un de ses chefs. En France, il y a eu des attaques terroristes très violentes en 2013, je pense, non, en 2015. 2015. Mais depuis là, il n'y a plus tellement d'attaques parce que la plupart des attaques sont déjouées. Ici, on dit en Afrique, on dit qu'on a le G5 Sahel qui doit être financé par les Occidentaux, mais régulièrement, il y a des attaques terroristes. Là, on dit souvent que c'est le Qatar ou les Émirats arabes unis qui financent le terrorisme. Mais la France est régulièrement en contrat avec ces puissances-là. Pourquoi la France va être en contact ou va avoir des contrats avec ceux-là qui, entre guillemets, prétendument, ceux-là qui financent le terrorisme. Ça veut dire, c'est une chose. Donc il y a une chose et son contraire. Juste dire que ceux qui financent le terrorisme du XXIe siècle aujourd'hui, c'est les Occidentaux. L'Occidentaux, donc la France fait partie. La France fait partie. Quand vous voyez par exemple les Occidentaux, quand vous voyez les terroristes, vous voyez comment ils sont équipés. Vous voyez, pour pouvoir avoir des armes, des matériels de guerre et tout ça, mais il faut aller vers des sociétés qui produisent ces armes. Et n'importe qui ne peut se lever pour aller s'acheter ces armes-là. Soit vous êtes un État, mais avant que vous n'ayez même accès à ces armes, peut-être un autre État doit vous appuyer. Il y a la diplomatie aussi qui intervient. Les terroristes sont qui pour avoir ces armes-là? Si on ne les leur fournit pas, ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui leur fournissent des armes. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des gens qui fournissent des armes aux terroristes. Et ceux-là qui fournissent des armes aux terroristes, moi, je pense que ce sont les Occidentaux. Sur les Occidentaux, moi, j'ai dit, le frère malien, qui ne pense pas que moi, je les déteste ou je déteste le Assimi Goïta ou le Mali. Moi, je leur dis, ne commettons pas les mêmes erreurs que Thomas Sankara, Sylvanus Olympio ou Patrice Lumumba. Parce que si vous voulez être radical, vous voulez adopter une posture radicale, vous devez être à même de pouvoir l'assumer. Parce que si vous voulez être radical et après vous faire tuer, ça n'a rien à voir, puis mourir en martyr, vous ne servez à rien. Lumumba est mort, ça servit à quoi? C'est pour cela que je dis maintenant, avec la France, il faut adopter de nouvelles méthodes. Lesquelles, selon vous, il faut adopter... C'est d'ailleurs ce qu'ils ont toujours demandé, les partenariats gagnant-gagnant. Visiblement, on nous dit que la France n'accepte pas cela. Non, c'est-à-dire, non, moi je dis, moi je ne voudrais pas que ces méthodes-là soient discutées publiquement ou sur les réseaux sociaux ou sur les télévisions ou les médias classiques, mais c'est-à-dire qu'on se rencontre là où se discutent des questions diplomatiques. Sinon, à cette allure, les Français vont déstabiliser le Mali. Quand les autorités maliennes affirment officiellement que la France fournit des armes aux terroristes, que la France fournit des renseignements aux terroristes, elles disent qu'elles ont des preuves. Ça veut dire que c'est sérieux. D'ici peut-être... dans la semaine, on va voir. Oui, ça veut dire que c'est sérieux. Ça veut dire que la France est capable de ça. Vous dites, depuis qu'on a demandé à Bakan de quitter, les terroristes ont commencé par attaquer Kati. Ils ont fait des attaques dans des villes simultanément. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France peut déstabiliser le Mali. C'est ce que moi je ne souhaite pas pour nos frères maliens. Alors moi je demande aux autorités de changer de posture en matière de négociation. Sinon les Occidentaux, ils voient ce que vous ne voyez pas. Ils maîtrisent nos territoires plus que nous. Regardez, le Mali, une chose encore, le Mali, moi je me dis, est-ce que les Maliens connaissent même leur pays? C'est-à-dire, si les Maliens connaissaient véritablement leur pays, si la France leur disait que je pars, ils n'en croiraient jamais. Parce que le Mali, près d'une dizaine de frontières, plus de 2 millions de kilomètres carrés de superficie, avec des richesses, des ressources naturelles pas possibles. Et vous allez dire que vous voulez que les Occidentaux quittent, ils ne quitteront pas. La France vous dit qu'elle est en train de quitter, mais elle ne quitte pas. Soit vous changez de posture et vous allez négocier avec la France, soit vous ne changez pas de posture, vous voulez être radicaux ou radical, mais la France va vous déstabiliser. Alors, Sylvestre Béni, dans la lettre, le diplomate malien va plus loin. Il affirme aussi détenir des éléments qui indiqueraient
que la France avait collecté des renseignements au Mali afin de les fournir à certains groupes terroristes. Paris aurait également, selon le ministre Abdoulaye Diop, livré des armes et des munitions à ces derniers. Là encore, Bamako assure pouvoir transmettre les éléments crédibles aux membres du Conseil de sécurité. C'est ce qu'on attend. Oui, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Et maintenant, s'il le dit, je disais tout à l'heure que c'est vrai que la France peut vouloir déstabiliser le Mali. Oui, c'est peut-être leur sport favori, déjà sorti aux premières heures des indépendances. Mais aujourd'hui, ce serait un peu plus compliqué. Parce que tout le monde est aujourd'hui sur le qui-vive. Le Mali, sachant qu'il n'a pas l'étoffe ou la carrure nécessaire pour faire face à la France, c'est pour l'instant sa tâche, pour l'instant, les services donc, de la Russie. Et entre la Russie et la France, ce n'est pas quand même le grand amour. Donc, je ne vois pas cette allié stratégique qui pourra vite lâcher le Mali. Donc, c'est là où je me dis que pour l'instant, ils peuvent aussi tenir. Ils peuvent. Maintenant, en ce qui concerne les armes, nous avons vu que c'est les Occidentaux qui ont fourni donc, les armes donc, aux Libyens pour liquider donc, Kadhafi. Maintenant, est-ce que ça, c'est pas étrange? C'est eux qui ont... Maintenant, quand le pays là est totalement dévasté, est comme des ruines, mais ça leur plaît. Ils peuvent quand même pomper donc, à loisir donc, le pétrole libyen. Donc, ils aiment souvent déstabiliser pour véritablement régner. C'est ce qui est fait. Et peut-être qu'on va en parler. Donc, la France veut toujours séjourner, c'est-à-dire que rester en Afrique, là où il y a les ressources minières assez consistantes. Et c'est ça, en fait, le prix que l'Afrique paye, en fait. J'ai souvent, donc, l'habitude de dire, peut-être juste pour amuser la galerie, que dans le sous-sol de la France, il n'y a que la neige. Il n'y a rien. Comment concevoir donc, elle a besoin des autres. Oui, la France a nécessairement besoin des autres. Prenons le fait que la France est aujourd'hui le 4e détenteur d'or mondial. Or, est-ce que vous avez une fois écouté que la France a découvert de l'or quelque part sur son territoire? Non. Un pays qui n'est pas producteur d'or, un pays qui n'a pas quand même des gisements d'or, qui n'a pas quand même de ressources minières, qui n'a pas un sol où on peut trouver de l'or, c'est ce pays-là qui est aujourd'hui une puissance mondiale en matière de détention d'or. Qui n'a pas le café, qui n'a pas le cacao. Ils ont trouvé ça où? Qui produit du chocolat. C'est ça quand même, ces allers-retours en Afrique qui leur permettent quand même d'avoir tout ça. Et Sarkozy, Macron. Et Macron l'a dit devant les jeunes Africains lors donc, de la rencontre de Montpellier. Qu'il disait qu'en fait, oui, c'est vrai que nous ne sommes pas là que pour notre intérêt. Nous ne sommes pas là que pour notre intérêt. Ça veut dire qu'en réalité, ils sont là pour des intérêts. Mais pas que pour ça. Pas que pour ça. Ils disent qu'ils sont là également pour protéger l'Afrique. Pour protéger, voilà. Donc, sur demande des présidents africains. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Voilà. Ils l'ont dit. Donc aujourd'hui, je crois que le Mali aussi doit faire véritablement, parce que il ne faut pas quand même ouvrir plusieurs fronts à la fois. Ouais. Il faut pas. Aujourd'hui, le Mali ne peut pas ouvrir plusieurs fois à la fois. Donc, vous acceptez ce que Firmin dit, il faut négocier, ce sont des partenaires historiques. Oui, justement, négocier, mais pas quand même sous forme de compromission, non. Ouais. Quand on parle de négociation, on peut négocier 50-50 aussi. Quand on parle de négociation, pas que l'autre gagne plus que moi. On peut négocier également 50-50. C'est ce que les Maliens ont toujours dit. Oui, justement. Ils ont même revu les accords de défense. Oui, parce que ça fait des années, même avant l'indépendance, on a signé des accords. Même, je vous dis, peut-être que les gens, le Togo aussi a des accords de défense avec la France. Si le Togo a attaqué, la France peut intervenir. C'est ce que nous avons d'ailleurs vu lors donc de la tête de la primature, où il y a un officiel togolais qui me disait à l'époque que, au même moment où les éléments étaient positionnés, les éléments donc de Ronlis et autres étaient positionnés au niveau donc du Ghana pour intervenir en faveur donc du président, du premier ministre alors Kofigo, il y avait également les Français qui étaient du côté donc du Bénin, qui voulaient également intervenir en faveur de Yadema. À un moment donné, le premier ministre a voulu pour couper peut-être la poire, il a sorti son mouchoir. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il y a ces situations qu'il faut véritablement revoir, que le Mali n'ouvre pas quand même plusieurs fois à la fois, mais devant la France, oui, il faut
peut-être aller avec la main tremblante. Dont vous parlez, peut-être, front avec la Côte d'Ivoire, vous voulez parler peut-être des 49 militaires, c'est pas... Non, je vais poser une question, peut-être, c'est vous qui posez la question. Oui, allez-y. C'est une interrogation affirmative. Regardez, vous savez, depuis que le Togo a commencé par avoir des attaques terroristes au nord, dans la région de Savane, vous avez une fois vu la France réagir, vous avez vu la communauté internationale condamner ces attaques. On dit la France a un accord de défense avec le Togo. Or, la France, c'est un partenaire du Togo, où le Togo est en train de traverser des périodes difficiles. On a vu comment le Togo a soutenu de façon affective lorsque la France a connu les attaques terroristes sous Hollande. On a vu comment les pays africains ont soutenu la France. Le président avait même marché à Paris. Le président Fournier-Sibi avait marché à Paris. Mais regardez, le Togo a connu des drames. Vous connaissez les drames ces derniers mois. La France n'a pas sorti un petit communiqué pour dire nous condamnons avec véhémence ou avec la dernière rigueur ce que les terroristes sont en train de faire au Togo. La communauté nationale non plus. C'est-à-dire, toute la communauté nationale, toutes les Nations Unies n'ont pas pu condamner. Or, les Nations Unies sont un partenaire pour le Togo. Pourquoi on va garder un silence face à ces situations-là? Alors qu'on dit qu'on lutte contre le terrorisme. Devant ces situations, on ne peut conclure qu'à un silence coupable. Si la communauté internationale ne condamne pas ce que le Togo a vécu, si la communauté internationale ne condamne pas ce que les Africains sont en train de connaître en termes d'attaque terroriste, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Moi, ce que les Maliens sont en train de dire, c'est sérieux. C'est sérieux. Ouais, c'est très sérieux. Les Africains nous comprennent. C'est-à-dire que les panafricanistes là, nous comprennent. C'est-à-dire quittons l'émotion. C'est-à-dire on ne peut rien résoudre avec l'émotion. Les Occidentaux sont tellement en avance sur nous. Sur nous. Si vous ne faites pas attention, ils vont vous bouser, ils vont déstabiliser nos pays. Et l'on fait avec Sékou Touré. Et regardez comment le pays est. Obama est arrivé ici en 2009, au Caire, au Ghana. Vous avez vu après le printemps arabe. Tous ces coups d'État que nous sommes en train de connaître là, vous croyez que les Occidentaux sont derrière, ils ne réfléchissent pas? Ils veulent remodeler l'Afrique en leur faveur. Les gens ont l'habitude de dire l'Afrique c'est un continent d'avenir. Oui, c'est un continent d'avenir, mais pas pour les Africains, pour les Occidentaux. Alors nous devons changer de méthode. Alors Sylvestre Béni, c'est parce que le Mali sent le danger que le ministre Abdoulaye Diop s'est dépêché aux Nations Unies sans doute. Sans le danger, non, le danger existait depuis, la menace était réelle depuis. Maintenant qu'il y a quand même une bonne dose d'inimitié entre la France et le Mali, c'est pourquoi aujourd'hui chacun donc va donc de discours qui sont un peu désobligeants peut-être l'un envers l'autre. Un pays africain qui a osé faire chasser donc un officiel français sur son territoire, mais pour la France c'est un affront. Vous avez écouté que au moment donc au moment où l'acte a été posé, c'est-à-dire au moment où l'ambassadeur donc de la France au Mali a été chassé, vous avez vu que ça a été même un sujet de campagne pour les ténors donc de la présidentielle française, et que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Zemmour. Vous avez vu que eux tous parlent comme si le Mali est une province de la France. C'est-à-dire pour eux c'est un affront, c'est-à-dire un pays africain ne peut pas chasser peut-être la France, le colonialisme et tout ça. Ouais, donc ils sont encore dans... la France, je l'ai dit, n'a jamais compris ça. C'est-à-dire que les choses ont tellement évolué. C'est ce qui fait que la France aussi est restée dans ces logiques donc dans ces idées de la préhistoire, des idées antiques. L'Afrique a beaucoup évolué. La génération ancienne n'est pas la nouvelle génération. Les gens veulent maintenant coopérer avec la France et non que la France demeure donc un coopérant, devienne donc paternaliste. Non, aujourd'hui nous voulons, l'Afrique ne peut pas rompre tout de suite avec la France. Mais si on doit travailler, si on doit coopérer, il faudrait que ça soit gagnant-gagnant, B2B. Allez, si vous le permettez, on va marquer la pause pour le journal puisqu'on nous attend. On revient, vous pouvez glisser encore votre mot sur le Mali.